Bonjour à tous, enfin, bonjour pour certains. Donc nous aujourd'hui on va surtout regarder tout ce qui est audit de site web. Donc c'est vraiment intitulé faire un site qui déboîte sur Google, parce qu'on va surtout travailler pour Google. Donc ça va pas trop être interactif parce qu'il faut que je change les slides et que je reste proche pour le micro. Donc je vous préviens. Ça ne marche déjà pas, donc c'est encore bon signe. Voilà. Donc moi c'est juste des recs, je suis web marketer en fait en alternance, parce que je fais encore un master en e-marketing qui va se terminer cette année, et je suis aussi freelance à côté, sur des missions de tout ce qui est communication digitale ou référencement, payant ou gratuit. Et tout ça on va le voir un peu plus tard. Donc on va démarrer sur tout ce qui est qu'est-ce qu'un audit, après je vais vous présenter les différents points. En fait ça va être assez, un audit vu que c'est assez structuré, la formation va être très structurée. On va essayer de créer quelques vannes pour que ça soit un peu plus sympa. Le seul point, si vous entendez des mots que vous ne connaissez pas, qu'il y a une définition, quelque chose comme ça, vous n'hésitez pas, vous me coupez, vous levez la main. Pas de problème. Je tombe un peu malade aussi, donc si vous entendez que la voix tombe, pareil, faites-moi un rappel. C'est pas un souci. Donc on va définir qu'est-ce qu'un audit. Donc en fait, c'est, avec le dernier point technique et c'est bon, c'est un examen, c'est une inspection d'un site internet dans notre cas. Donc après, les audits, ça existe dans des tonnes de métiers, ça peut être en qualité et d'autres choses, c'est toujours le même principe. Hein. Le but, c'est d'améliorer la qualité, après, selon différents critères. C'est aussi, dans l'audit, on pense toujours au site, à sa structure, à son contenu, à ce qu'on a en interne, mais c'est aussi tout ce qu'il y a autour de votre site web, parce que ça va être tout aussi important d'un point de vue référencement, d'un point de vue notoriété. Et voilà, c'est un point d'entrée aussi dans votre site. Ça va être forcément l'analyse de votre trafic. On va tourner beaucoup autour d'un outil qui sera Google Analytics. Il y a d'autres outils d'analyse, mais celui-là, on va pas mal en parler. Et enfin, ça sera très simple, il n'y a que deux critères de base, en fait. Vous allez faire votre audit par rapport à deux choses. Donc, un, c'est Google. Google et ses règles. Donc si vous faites du référencement, si vous voulez en faire, c'est votre dieu. C'est lui qui va dicter les règles, qui va souvent changer les règles du jeu. Il faut souvent s'adapter à lui. Alors il y a d'autres moteurs de recherche, hein, il y a Bing, Yahoo, DuckDuckGo, il y en a vraiment beaucoup, mais ils ont quand même tendance à suivre le numéro 1. Parce que voilà, concrètement, c'est plus de 90% des recherches, et ainsi de suite, plus ou moins selon les pays. Donc on va quand même, on va l'écouter. Mais il y a un deuxième critère plus important, c'est les internautes, et surtout vos utilisateurs. En fait, l'audit, on va, selon le type de site qu'on est, selon les personnes qu'on veut toucher, on peut faire un audit sur une application aussi, donc là c'est encore d'autres choses. Bonjour, c'est pour la formation? Ah oui, mec, je t'ai reconnu. Tu peux t'asseoir. C'est une habitude des retards, c'est normal. Et donc, vos utilisateurs, ouais, ça sera vraiment le point central. C'est-à-dire, on ne fera pas le même audit sur un site institutionnel, sur un site de documentation. Si vous avez des problèmes avec Word, vous connaissez forcément les sites de Microsoft. Voilà, c'est pas du tout la même chose qu'un site comme BuzzFeed qui va vous faire rire ou ce genre de choses. Et il y a quand même une bonne nouvelle, c'est que les critères de Google ils sont de plus en plus tournés vers les utilisateurs. De plus en plus, Google, ce qu'il veut, c'est de la qualité pour les humains et plus pour des robots ou ce genre de choses. Donc on va être tourné sur du contenu de qualité, sur des critères d'ergonomie, ce genre de choses. Du coup, ça diversifie un peu le métier, ça demande d'autres compétences, mais c'est quand même plus sympa pour vous en tant qu'internaute et plus sympa quand même aussi en tant que créateur de contenu. Donc l'analyse de qualité, en fait, il y a quelques grandes thématiques, qui sont vraiment les tiroirs de notre audit. Les utilisateurs, donc comme je l'ai dit, on va comprendre à qui on s'adresse, toutes leurs caractéristiques, ainsi de suite. Ensuite, il y a la partie plus technique qui peut être un peu plus effrayante, c'est tout ce qui est le code, le fameux code, les performances, et tout ce qui est structure et index. Donc ça va encore y revenir par la suite. Après, il y a vraiment le contenu de vos sites, son texte, les images, votre menu, ainsi de suite, et tout ce qui est externe. Donc les liens, les réseaux sociaux autour, d'autres sites annexes que vous avez, ainsi de suite. Et la partie qui est encore un peu à part de tout ça, c'est tout ce qui est ergonomie design. Donc ça, je vais l'évoquer un peu succinctement, parce que c'est vraiment une clé métier un peu à part. C'est des compétences un peu différentes, qui auront de plus en plus d'importance. Donc concrètement, il y aura du boulot. Mais là, je vais structurer cette formation en plusieurs points, donc on va voir les critères de base dans chaque catégorie. Et en fait, plutôt qu'on n'aura jamais le temps de détailler chacune de ces parties, parce que là, on touche vraiment à beaucoup de métiers du web, je vais vous faire des listes de ressources. Selon ce que vous avez besoin, vous pouvez aller fouiller si vous voulez faire un audit, voir un point sur votre site, et ainsi de suite. Qu'on pourra étoffer peut-être par la suite, on fera d'autres documents encore. Parce que c'est vrai que c'est bien d'avoir une structure comme ça, mais toutes les ressources, vous pouvez quasiment tout apprendre en ligne. Il y a beaucoup de ressources disponibles. Donc en fait, il y a des tonnes de critères pour faire un site de qualité. Comme je l'ai dit, j'aime oublier les utilisateurs. Je parle toujours d'utilisateurs, moi de toute façon, au début de formation. Donc l'utilisateur, c'est pour qui on fait son site. Donc là, je vais vite fait commencer, parce que là, on commence plus au niveau des outils.
C'est rare qu'on voit les gens naviguer sur Internet. Idéalement, ça serait vraiment le top. Ça serait de voir les gens utiliser votre site, discuter avec les gens qui ont utilisé votre site, sur des événements, sur des formations, sur des formations Strasweb, il y a pas d'utilisateurs, on ne sait jamais, et ainsi de suite. Après, il y a les choses un peu plus indirectes, tout ce qui est questionnaire, avis client, donc ça peut passer par du mail, ça peut être du sondage si vous faites des événements, ainsi de suite. L'important, c'est d'avoir des questions pertinentes, pas noyer les gens aussi sur des tonnes de questionnaires, ça c'est une erreur, et de savoir vraiment interpréter les avis. J'ai aussi mis avis client, et ça on est quand même plus dans du côté commercial. C'est de l'avis sur des produits, ce genre de choses, ainsi de suite. Et enfin, il y a la chose que vous pouvez collecter en continu, c'est tout ce qui est les outils d'analytics, donc d'analyse. Donc le Google Analytics c'est le plus courant parce qu'il est gratuit, il est assez facilement installable. Ensuite, il y a des outils pas forcément liés à votre site qui sont un peu en dehors. Il y a tout ce qui, si vous avez une page Facebook ou un compte Twitter, ainsi de suite, vous avez aussi des statistiques sur les gens. Et là, avec tout ça, vous pouvez créer en fait un profil utilisateur. Donc ça s'appelle, je ne sais pas si on a fait la formation économie. Non, dommage. Il y a ce qu'on appelle les personas en fait. Donc c'est vraiment, vous faites une fiche, des noms, prénoms, âge, des faux profils en fait. Et c'est pas mal pour orienter votre audit ou orienter votre travail en général sur tout ce qui est site web. Donc en fait, si vous vous rappelez de ce jeu, c'est un peu le jeu mais qui est-ce. Il fallait déplacer un peu les cartes, on est vraiment dans ce principe-là. Donc on va déterminer leur âge, lieu géographique, si vous le faites sur du local. Si vous êtes un blog qui parle de Strasbourg, logiquement, vous avez des gens qui viennent de Strasbourg, qui veulent s'installer à Strasbourg à la rigueur. Il y a toute cette logique-là derrière. Des profils, des étudiants, si c'est quelque chose de plus professionnel, voilà, des travailleurs, ainsi de suite, des enfants. C'est sûr qu'on ne va pas du tout orienter son site de la même façon. Des appartenances. En génie sportif et punk, on imagine bien qu'au niveau de la charte graphique, il y aura un écart. Des choses peut-être de plus épurées chez les sportifs, des punks, bon, pour être un peu plus destructeurs, hein, ce genre de choses. Et enfin, on peut aussi regarder des habitudes de consommation. Alors que consommation, j'entends sur un e-commerce, ça peut être des produits, qu'est-ce que la personne a acheté, ainsi de suite. Mais ça peut aussi être à quelle heure il se connecte, quand il regarde votre site, combien de temps il passe sur votre site. Et tout ça, tous ces arguments-là, enfin tous ces critères peuvent vraiment vous donner le chemin et les choses à améliorer sur votre site. C'est vraiment le point de base. Il peut y avoir aussi de la navigation. Vous pouvez voir d'où viennent les gens, s'ils viennent d'un autre blog, s'ils viennent d'une thématique proche de vous. Il y a vraiment moyen de savoir tout ça et de déterminer, comme j'ai dit, un profil assez complet. Et donc là, on n'est pas vraiment dans des critères de référencement, de développement ou autre, c'est vraiment de l'expérience utilisateur. Ça, c'est un mot-clé que vous pouvez noter, il y a beaucoup d'articles, vous pouvez vraiment retrouver beaucoup de ressources dessus. Alors, un exemple, j'ai 6124 utilisateurs par mois, donc chiffre aléatoire, bon, ça fait plus de 200 par jour, donc c'est pas trop mal. Est-ce que c'est franchement utile? Ça peut être pertinent, mais ça peut aussi être beaucoup d'utilisateurs qui viennent, qui repartent tout de suite, et ça peut vraiment orienter les problèmes que vous pouvez trouver sur votre site. Donc là, c'est des choses qu'on peut trouver dans les outils d'analyse. Vous avez une carte, par exemple, vous voyez d'où viennent les gens. Là, j'aurai 70% en France, 10% au Canada, et j'ai 20% en Angleterre, mais mon site, il n'est pas anglais. Il n'y a pas de traduction en anglais, et ainsi de suite. Donc là, j'ai peut-être un problème. Où il y a 20% de Français qui viennent d'Angleterre, mais c'est moins probable. Donc on peut se poser ce genre de questions. C'est comme ça, en regardant des chiffres, des analyses, on voit les utilisateurs et on peut voir des problèmes. Voilà, on peut se demander d'où ils viennent. Donc le naturel, c'est tout ce qui est recherche Google, des moteurs de recherche, et ainsi de suite. Direct, c'est les gens qui connaissent votre URL, ou qui vous ont dans les favoris, par exemple. Et tout ce qui est lien référent, donc ça serait des blogs, des réseaux sociaux qui font des liens vers votre site. Et ainsi de suite. Donc là, par exemple, Twitter, ça vient d'un lien référent. Alors, en vrai, il y a une catégorie aussi réseaux sociaux qui existe. Mais bon, là, c'était pour vous expliquer, c'était voilà les liens entre eux. Je voulais parler de la pertinence de direct et naturel. Parce que des fois, on traite direct, si on écrit au mot favori, ou ce qu'il y a dans le cache. Alors, le naturel, il faut vraiment le voir, c'est Google, Bing, Yahoo. C'est quelqu'un a d'abord passé sur un moteur de recherche, a fait une recherche, avec des mots-clés, et ainsi de suite. Et le direct, c'est vraiment soit il connaît votre URL par cœur, il la tape, ou il l'a dans la favori de la barre de recherche, ou voilà, ainsi de suite. Donc lui, il clique, il a le lien, il n'y a pas d'action avant. Techniquement, c'est le mieux. C'est-à-dire que quelqu'un vous connaît et qui revient régulièrement sur vous. Je ne sais pas sûr dans le sens où s'il change ses favoris ou s'il enlève ça, ça ne sera pas compté dans direct. En fait, il faut qu'il clique. Il faut qu'il vienne sur votre site. Donc après, s'il l'a dans ses favoris, même si tant qu'il ne clique pas, vous ne l'aurez pas dans vos stats, quoi. Là, on est vraiment sur les stats qu'il y a sur votre site internet.
Donc vous le voyez quand les gens sont venus directement de l'URL ou qui viennent de tel ou tel lien, quoi, tel autre site. Et Ah. par rapport au naturel, j'imagine on ne peut pas savoir d'où il vient avant. Qu'est-ce qu'il a vu avant de taper, de tomber sur notre page en fait, si c'est pas un lien référent. Voir les sites qu'il aurait tapé avant, non, ça c'est plus compliqué. C'est comme de l'analyse, hein. Ça peut se retrouver avec d'autres choses, mais c'est déjà du plus poussé et c'est quand même moins courant, quoi. C'est plus du travail sur du cookie. Ça serait plus dans tout ce qui est publicité et autres, hein. Il y avait encore. Alors ensuite, une chose assez intéressante, c'est tout ce qui est navigation sur le site. On peut voir le cheminement un peu des gens. Peut-être ils passent pas du tout par votre page d'accueil, soit parce qu'il y a un problème, soit parce que vous êtes un site qui a d'autres logiques d'entrée, et ainsi de suite. Et on peut vraiment voir aussi ce qui intéresse les gens. Là, on peut voir, par exemple, là, je l'imaginais un peu sur un. J'ai peut-être même mis. Voilà, sur une site d'entreprise de déménagement. Je ne sais pas pourquoi. Voilà, les gens arrivent sur l'accueil, je pense qu'ils font sûrement une recherche sur Google, déménageurs Alsace. Ils arrivent sur votre site. Ils peuvent regarder la présentation de votre entreprise, qui serait une autre page, et arriver sur vos services. Ils peuvent très bien aussi arriver directement sur les services, si c'est vraiment ce qu'ils cherchent. Logiquement, ils vont chercher à contacter un déménageur, ainsi de suite. Donc là, je vous donne vraiment plein d'exemples. En vrai, il y a plein de stats que vous pouvez retrouver, et ça, je vous donnerai des liens sur Google Analytics. Google Analytics, vous occupez des heures avec, c'est génial. Il y a aussi tout ce qui est l'accès au site. C'est-à-dire ce qui vient d'un mobile, d'une tablette, de l'ordinateur. Et là, vous pouvez voir, il y a des stats qui sont assez intéressantes. Vous voyez le pourcentage de gens qui arrivent de tel ou tel support, et vous voyez ce qu'on appelle le taux de rebond, c'est-à-dire qui vient et qui part tout de suite. Donc là, sur cet exemple, mon trafic vient quand même de 45% du mobile, et mon taux de rebond est de 80%, donc ce qui est assez énorme. C'est-à-dire que sur ces 45% de personnes qui arrivent, mais non, il y a 80% qui repartent tout de suite. Donc en fait, le problème, c'est peut-être que mon site, ça ne bloque pas sur mobile. Donc c'est peut-être pas toujours aussi simple, c'est rare d'avoir des stats aussi carrées et aussi visibles. Mais c'est des données, en fait, des indicateurs qui vous donneront où est la bascule, où vous pouvez détecter un problème. Et c'est le genre de choses après que vous pouvez vraiment reporter dans un audit. Donc là, si on refait les points que j'avais vus, pas de version en anglais, alors qu'il y a un trafic clairement qui venait d'Angleterre, à mettre dans l'audit. Au niveau de la navigation, c'est un exemple. Au niveau du taux de rebond, pas de support mobile et tablette, parce que le taux de rebond est aussi fort sur tablette. Donc voilà, il faudrait prévoir, après l'audit, une refonte de ce site pour qu'il s'adapte à ces supports. Du coup, là, tu vas nous présenter aussi les outils, comme Google Analytics et d'autres, parce que je sais que moi j'ai un site hébergé chez OVH, j'ai des stats dessus. Est-ce que j'ai intérêt à passer chez Analytics si j'aurais des choses en plus, ou c'est simplement pour la convivialité, on va dire l'ergonomie d'Analytics qui est plus sympa Le truc stat OVH, ça fait longtemps que je ne l'ai pas vu, mais je pense que tu as plus d'infos sur Analytics. Okay. Et puis, ouais, il est quand même vachement plus ergonomique et tu auras plus de ressources. Et au niveau de l'installation, en plus, il n'est pas compliqué. Après, il y a des. Si je remonte. Là, j'en ai une autre Piwik. Bon, celui-là est un peu plus compliqué à installer. Attends, je te le prends juste après. Il est un peu plus compliqué à installer, mais celui-là, t'es pas lié à Google, c'est installé chez toi, quoi. Mais après, il y a plein d'alternatives. Mais c'est vrai qu'Analytics, c'est le plus répandu parce que c'est très simple d'installation, c'est le plus mis à jour. Alors, logiquement, t'as Google derrière, c'est quand même assez énorme. Et ouais, t'as beaucoup de stats et t'as beaucoup de ressources, quoi. Mais il y a des alternatives qui existent. Après, si t'as avec peut-être ton. C'était OVH, tu m'as dit? T'as peut-être assez de stats, t'as peut-être déjà ce qu'il te faut pour ton audit, tout dépend, quoi. Faut que tu regardes peut-être un peu des tutos sur Analytics et tu vois si t'as les infos qui sont un peu plus utiles. Non, mais c'était si tu avais une idée de comparaison déjà. Je pense que ouais, t'as plus de données sur Analytics. Parce que je vois que c'est AWS, un truc comme ça, et voilà. Et l'ergonomie, ouais, aussi plus agréable. Je veux juste dire par rapport à Piwik que déjà c'est pas lié à Google, hein, c'est libre de droit. Ouais, c'est un t'as ça. logiciel libre, hein. Et surtout en France il y a une loi pour tout ce qui est cookie où tu es censé demander à l'utilisateur et qu'il puisse choisir quel type de cookie il veut ou il veut pas. Et l'un des seuls où il n'y a pas besoin de ça, c'est Piwik. Sinon avec les autres tu es censé demander. Ouais, c'est ça. Là, entre les deux, là, l'écart il est plus idéologique. Google Analytics, t'envoies tes données à Google, ou il y a d'autres. Hein. En fait, chaque moteur de recherche, Yandex et le moteur russe, ainsi de suite, ils ont tous leur truc d'Analytics. Beaucoup plus simple à installer que Piwik, mais t'as le côté t'envoies tes données. C'est bonne intervention. J'ai une question aussi. Par rapport au taux de rebond, là je demande surtout à des personnes qui ont de l'expérience avec plusieurs sites. Est-ce qu'on peut me donner une fourchette à partir du taux de rebond à partir duquel ça veut dire qu'il y a un problème sur le site?
Parce que de base, on est d'accord qu'on ne peut pas avoir un taux de rebond de 0% sur plein d'utilisateurs. Faut vraiment faire un super contenu, mais non, concrètement, non, c'est pas possible. Mais du bon contenu, on est dans les 20-30%. 40-50, on peut être dans une moyenne assez logique. Après, tout dépend. Il y a aussi une typologie de site. Sur un blog, on va essayer d'être dans du 30-40. Celui des e-commerce, du 50-60 n'est pas forcément étonnant plus que ça. Passer le cap des 60, il y a sûrement un problème à chercher. Voire 50. Idéalement, descendre en dessous des 50, ça me paraît une bonne stat. Peu importe les types de sites. Ça, j'allais dire, ouais, c'était une très bonne transition, c'était attention à la pertinence. Et taux de rebond, peut-être sur un blog à 60% qui peut être très inquiétant, sur un site e-commerce où les gens vont naviguer sur plein de produits, sur quelque chose où il y a des produits qu'on compare énormément, comme je sais pas, moi, des tickets d'avion, ce genre de choses, les gens vont naviguer sur plein de choses, comparer plein de prix. L'info se trouve vite, ils partent vite, ça peut être assez cohérent, quoi. Donc il y a aussi toujours de s'adapter à son type de site et donc son type d'utilisateur. Et quand je regarde avec les chiffres, essayer de recouper les chiffres aussi. Je sais pas s'il y a des gens qui utilisent Google Analytics ou des outils qui ont un OVH. Tous Analytics par hasard ou... Ouais, je le sentais. Donc ouais, voilà, il y a aussi l'idée de ne pas regarder seulement recouper sur, on va dire, plusieurs mois, regarder sur l'année, comparer les périodes précédentes à l'année précédente, et ainsi de suite. Il y a un petit travail de recoupe de stats à essayer de faire. Pour vraiment voir s'il y a un changement. Parce que, outre le stat, si par exemple tu as 60% de taux de rebond, et tu compares 3 mois avant où tu en avais 70, en fait tu es en progrès. C'est plus aussi de voir l'évolution des courbes. Ce qui peut être intéressant sur toutes les stats en fait. Donc, la bonne nouvelle, c'est qu'on a plié une des 4 parties, et voilà des ressources. Donc en fait, ouais, je me suis du coup, désolé pour le côté libre, mais Google Analytics, ils ont pas mal de ressources. Ils ont vraiment une chaîne YouTube où vous pouvez vraiment, il y a tous les tutos pour vraiment apprendre l'outil. Ils ont une très bonne documentation, qui n'est pas seulement pour Analytics, mais qui est aussi pour tout ce qui est sur Google. Ils vont donner tous les critères et toutes les chartes à suivre pour faire des sites de qualité. C'est-à-dire les bonnes structures. Parce que je vais un peu détailler, mais eux iront plus loin. Enfin, vous pouvez vraiment fouiller sur ce que vous voulez. Ça, ils sont bons. Ils ont une bonne doc. Pour ceux qui sont vraiment plus côté sur le référencement et les bonnes pratiques, il y a Moz. C'est en anglais par contre, mais là, on est vraiment sur toute la qualité référencement et donc toute l'analyse aussi. Et là, c'est déjà des articles assez poussés. Sur tout ce qui est utilisateur, je ne vais pas vous donner forcément des ressources, parce qu'il y avait d'autres formations et d'autres personnes qui étaient plus formées là-dessus. Vous pouvez utiliser tout ce qui est marketing, en fait, tout simplement. Donc, en fait, où on apprend à cibler des gens, c'est le terme un peu guerrier des marketeurs, où on voit leur profil et ainsi de suite. En fait, c'est exactement ces techniques-là qu'on applique au web. Tout ce qui est expérience utilisateur, ça, il y a énormément d'articles, énormément de partages, vous pouvez trouver des ressources. Donc ça, c'est vraiment profiler les gens, avoir une idée de leurs caractéristiques, tout simplement, avec ce qu'on appelle les personas. Et ce qui est ergonomie web, là, on rentre plus dans du design. Donc c'est savoir faire une interface pour les utilisateurs qui soit agréable, en fonction de ce qu'ils recherchent. Donc là, c'est pareil, on rentre dans des métiers à part, mais tout dépend de comment vous voulez remonter votre audit. Parce que si vous voulez faire un audit complet d'un site, vous allez forcément mixer plusieurs métiers et peut-être aussi avoir plusieurs profils à le faire. Ça, c'est quand même un point important. Tout étudier sur un site, ça devient quand même de plus en plus compliqué. Maintenant, on va arriver à la partie qui fait un peu plus sport, tout ce qui est code, index, performance et structure. Donc ça va être quand même aussi un point de base. On en connaît ses utilisateurs, donc ça va aussi orienter son utilisateur. Vous aurez peut-être besoin de plus en moins de performance, une structure un peu différente. Mais ça va être un point de base pour que votre site soit accessible, tout simplement par les moteurs de recherche, par les gens. Et un site qui bug, ça sera déjà foutu. Et on va commencer avec ça pour une petite pause ce qui est pub. Je suis super content parce que mon GIF marche. Il y a tout ce qu'on appelle les robots d'indexation. Ça va être le point central de votre site. Et en fait, les robots d'indexation sont envoyés par les différents moteurs de recherche. Ils passent sur vos sites. Et eux, ils savent lire le code. Et ils l'interprètent. Et c'est comme ça que vous arrivez sur Google ou tel ou tel moteur. Enfin, tel ou tel moteur de recherche. Pardon. Mais il y a deux types de robots. Il y a les gentils. Donc c'est ceux des moteurs de recherche, ceux qui vont faire en sorte que votre site soit trouvable. Et il y a tout ce qui est aussi spam et robots d'analyse, d'autres outils un peu plus bancals, qui vont un peu, donc ça c'est déjà un point plus ancré, qui vont un peu casser votre trafic. Des fois, par exemple, si on revient sur le taux de rebond, vous avez un énorme taux de rebond, et en fait c'est que des robots de spam qui sont pris dans votre analytics.
Donc c'est des genres de choses qui demandent un peu plus d'études, d'analyse, mais qu'on peut éviter après. Et pareil, il y a toujours beaucoup de ressources là-dessus. Mais là, l'important de comprendre ici, c'est que votre site doit être accessible pour les gentils robots. Sinon, pour les moteurs de recherche, on va avoir un souci. En plus, ils sont mignons. Donc le tout simple, est-ce que mon site est indexé? Alors la bonne nouvelle, c'est que c'est pas trop dur à savoir. Déjà, vous pouvez faire des recherches sur votre nom, votre marque, sur votre type de site. Si vous vendez des articles de jardinage, voire articles de jardinage Strasbourg, si vous êtes à Strasbourg, ainsi de suite. Et il y a une petite commande que vous pouvez faire sur Google, vous pouvez l'essayer en même temps. Dans la barre, vous tapez site de points et votre nom de domaine. Et là, le moteur de recherche va vous sortir tous les liens indexés. Donc on va le faire en même temps, hein, c'est le plus parlant. Alors c'est super pas évident comme ça. Hop, hop, hop. Donc là, je peux le tester, hein, StrasWeb. On y trouve. Après, vous êtes peut-être juste, c'est encore aussi un critère qui peut être du référencement. Ah, attendez, je me vois. Donc ça ressemblerait à ceci. Est-ce que je vais taper une connerie? Ah bah voilà. Bien vu. Donc voilà déjà un piège à éviter. Et concrètement, il va vous sortir tous les résultats correspondant à votre site. Je suis pas sûr qu'il me... Si, c'est bon. Donc là, vous voyez, il n'y a que les URL qui sont du site StrasWeb. Donc ça, c'est très simple, hein. Si vous tapez ça, qu'il n'y a pas votre site qui ressort, c'est que vous avez un problème d'indexation. Donc il y a un problème de base pour retrouver votre site. Et donc dans l'audit, souvent l'audit va s'arrêter là, parce que c'est déjà quelque chose à corriger en urgence. Donc une manière assez simple de tester. Juste, du coup, quand on fait cette manipulation, c'est juste par rapport à notre site internet propre, ou bien c'est si on est référencé sur d'autres sites, enfin, si ça renvoie vers d'autres sites? Non, là c'est l'URL. Ça sera vraiment l'URL de ton site qui va ressortir. Donc c'est vraiment le but de tester ton nom de domaine et voir s'il est présent sur les moteurs de recherche. Comme ça, premier point à régler assez rapidement, l'indexation. Donc voilà, c'est screen. Donc, celui-là on va un peu plus détailler. Si mon site n'est pas indexé, il peut y avoir plusieurs problèmes. Il y a quelque chose qui s'appelle le robot TXT, qui est un petit fichier qu'on met sur les sites, qui donne des consignes au robot. C'est le chef robot. Et en fait, il peut bloquer, il y a des consignes qui peuvent bloquer votre site pour l'indexation. Les robots, ils arrivent sur ce fichier, c'est le premier en fait fichier qu'ils vont regarder. Le fichier leur dit ah non, nous on veut pas d'indexation, on est fermé. Ils partent et là votre site vous le retrouvez jamais sur Google ou sur d'autres moteurs de recherche. Il y a des choses aussi, ça on va revenir un petit peu après dans le code. Les métas, c'est un peu les données qui décrivent votre page. Il y a une méta qui existe qui est nofollow. Donc pareil, dire au robot ne nous suit pas, donc ils s'en vont. Et il peut y avoir tout simplement votre site qui est inaccessible. Donc, vraiment des problèmes serveurs assez importants, mais là je pense qu'on s'en rend compte un peu avant. Donc ça c'est 3 gros cas qui peuvent bloquer votre indexation. Super. Dans le robot.txt, on est censé mettre. Enfin, c'est quelle grande partie du site qu'on est censé bloquer? Ça dépend vraiment des structures de site en fait. Il n'y a pas on va dire un type de données que. On rentre dans le plus détaillé, mais ça dépend si tu as l'administration, genre un CMS, quelque chose comme ça derrière. Ça tu peux peut-être bloquer, ouais. Enfin, si on n'a pas de CMS et qu'il n'y a pas de lien vers le panneau d'administration, il faut connaître l'URL. Ouais, tu peux toujours la bloquer au cas où, parce qu'ils sont un peu fouignards, mais t'as pas... sinon il y a des sites où il n'y a rien à bloquer. Hein. Donc tu autorises tous les robots, il n'y a pas de souci. Il n'y a rien à faire, c'est plus quand il y a de l'administratif, des panels un peu différents sur des CMS qui ont tendance à créer des URL un peu moins utiles pour le référencement, mais sinon il n'y a pas de problème. La majorité des sites sont complètement indexables. C'était bon pour le... Ouais. J'ai une question, c'est peut-être un peu idiot, mais quand on met en place un fichier robot.txt et qu'on tient un blog donc avec une page d'accueil qui change assez régulièrement avec de nouveaux articles, est-ce qu'il faut renvoyer à chaque fois un robot.txt? Non, le robot.txt, celui-là ne change pas. Il reste en place, sauf si vous avez créé une partie administrative, il y a des nouvelles pages qui sont faites à bloquer. Mais sinon, non, une fois qu'il est placé, il n'y a pas de mise à jour à faire dessus, quoi. Et vu que c'est le robot qui vient de le chercher, il n'y a pas besoin de leur envoyer quelque chose, ou ainsi de suite. Il y a juste dans les outils Google, je pense que tu as la Search Console comme outil. Ouais, tu peux rentrer l'URL juste pour le tester, voir si ça marche. Mais il n'y a pas d'envoi particulier. Alors il y a d'autres critères, le sitemap. Donc ça en fait c'est un plan de site. C'est souvent dans les footers entre des choses qui étaient des plans de site, ça répertorie tous les liens de votre site. Et le sitemap c'est juste un fichier qui est fait pour les robots en fait. Il y a le parcours et il y a toutes les URL de votre site. Celui-là par contre on peut l'envoyer aux outils de Google. S'il est mis à jour et ainsi de suite. Voilà, il y a aussi tout ce qui est schéma.org. Donc tout ça je vous
On va pas forcément rentrer dans les détails, comme je vous dis, gardez bien votre son, vous aurez le slide, gardez les termes, mais vous pouvez, après, il y a de la doc dessus. Chaque chose a son site qui décrit bien et vous pouvez rechercher dessus, quoi. Parce qu'après, on rentre dans du code et c'est un peu différent. Schema.org, c'est juste des informations qui sont données dans votre structure de site qui aident les robots à mieux structurer vos données. Le meilleur exemple, c'est vous en trouvez beaucoup sur les sites e-commerce, sur les fiches produits. Vous changez, vous donnez un peu on va revenir après sur du code un peu différent. Et eux, ils sont capables de repérer plus facilement le titre du produit, sa référence, et ainsi de suite. Et ils indexent plus simplement. C'est aussi ça qui peut servir à faire si vous regardez sur Google, donc ça commence à arriver beaucoup en France, des réponses directes. Quand vous tapez une question, quel est le poids d'une plume, je sais pas d'où je la sors celle-là, et il vous met un encadré avec une réponse directe. Et après seulement vous avez des liens, et c'est ce genre de choses qui peuvent aider les robots à fournir ça. Donc c'est quand même très intéressant d'un point de vue référencement, et d'un point de vue utilisation aussi, utilisateur, c'est quand même pas mal. Alors tout ce qui est Open Graph et Twitter Card, en fait, c'est des données en plus de description de vos pages, faites par Facebook et du coup Twitter, qui pareil, vous pouvez ajouter sur votre site. Et actuellement, si vous faites des audits, tous ces critères-là, je conseille forcément de les mettre d'office s'ils ne sont pas présents, de les rentrer dans l'audit. Et le dernier point, on va encore le répéter quelques années, mais on va arriver au bout, c'est tout ce qui est éviter d'utiliser du flash. Pour le sitemap, c'est obligatoire. Et est-ce qu'il y a des outils bien pour le générer automatiquement? Obligatoire, ouais, je le conseille, ça facilite l'indexation, donc tu vas gagner du temps. Et oui, c'est quand même une bonne pratique. Il y a des générateurs qui existent en ligne. T'as un gros site? Non? Un gros site avec beaucoup de pages ou avec beaucoup de... Ouais, beaucoup de pages. Ouais, beaucoup de pages. Et pas CMS. Pas CMS. Tu es joueur, c'est bien. Faut que tu trouves un module selon le langage que tu as qui peut le générer automatiquement. Il y a un Node, il y en a un. Pour tout ce qui est Node.js. Il faut que je regarde ça justement. Mais ouais, ça doit exister, forcément. Tu connais ça, un module Node.js pour générer des sitemaps? C'est sûr que ça existe. Ouais, c'est sûr que ça existe. Fais une recherche. Et le mieux, c'est que tu installes quelque chose. Ouais, forcément. Et idéalement, sur votre site, essayez de mettre quelque chose si votre site bouge beaucoup. Hein. C'est-à-dire que si c'est un blog, si c'est du e-commerce, quelque chose qui le régénère automatiquement dès qu'il y a des changements le sitemap. Parce que vous n'êtes pas embêté à le renvoyer à chaque fois, quoi. Et du coup, ouais, dernier point, pas de flash. Le flash, c'est le mal. Donc Flash était une technologie qui servait pas mal à faire des bannières, même des sites avant, et maintenant qui est complètement obsolète. Justement parce qu'elle marche. Par exemple, sur Allociné, toutes leurs vidéos, elles sont en flash. On n'a pas dit qu'ils faisaient des bonnes choses, hein, mais ouais, c'est possible. Il y a encore beaucoup de gens qui persistent, mais de moins en moins quand même. Ils sont en train de. Enfin, c'est vraiment déconseillé, que ce soit vidéo ou tout ce qui est bannière animée aussi. C'est en quoi qu'il faut mettre les vidéos maintenant? HTML5, ouais, idéalement. Tout passe par le HTML. Tout ce qui est bannière pub aussi, si on a qu'en fond, avant c'était du flash, maintenant on peut le faire en HTML. Donc sur des outils. Donc il y a, pareil, vous avez un outil Google, qui est le Search Console. Avant ça s'appelait Webmaster Tool, ça parle peut-être plus pour les gens. Et celui-là il suit l'indexation, il suit les liens qui pointent vers votre site. C'est un bon complément d'Analytics, qui envoie pas mal d'infos. Il gère aussi tout ce qui est erreur, ça on va le voir un peu plus tard. Donc toutes les pages qui sont pas retrouvées sur votre site, ou ce genre de choses. Ouais, par contre, il est aussi un peu très complet, moins qu'Analytics, il est un peu plus buvable à appréhender niveau info, mais il vous donne pas mal de choses. Et surtout, ce qui est ici, tous ces critères, vous pouvez les vérifier, à part les Open Graph, avec le Webmaster Tool, donc Search Console. Là, vous avez ce qu'il faut à peu près dessus. Donc il est gratuit, hein, Analytics aussi, ça je ne l'avais pas précisé. Et il y a un autre outil gratuit qui est Screaming Frog. Vous pouvez le trouver assez facilement, vous l'installez sur votre ordinateur. Et il récupère en fait les pages indexées de votre site. C'est aussi un bon moyen de voir si c'est indexé. Et vous pouvez trouver un peu le statut des pages, si elles sont accessibles, s'il y a des bugs et autres. Et enfin, voilà, des informations sur les pages. Avec ça, vous pouvez déjà faire pas mal de choses. Du travail de structure. Maintenant, on va sortir tout ce qui est indexation, structure, on va plus regarder tout ce qui est performance. Donc là, en fait, la performance, c'est tout simplement, on teste le chargement du site. Donc c'est un critère qui est un peu... Au début, c'était très important en termes d'expérience utilisateur. Maintenant, ça joue dans le référencement. Et tout ce qui est premier, si un site ne charge pas vite, ça nous énerve. Ça peut être normal ou non, je ne sais pas, mais ça nous énerve. Donc c'est un critère aussi pour pas que les gens partent. C'est un critère pour rendre votre site accessible. Et en référencement, ça commence à avoir du poids et ça en aura de plus en plus. Donc pareil, si vous voyez qu'il y a un problème de vitesse sur un site, ça part dans l'audit et c'est à mettre en correctif. En sachant qu'il est important de faire des tests, des variantes entre mobile et ordinateur.
Un gros site pourra peut-être bien charger sur un ordinateur, beaucoup moins sur un mobile. Ça dépend des connexions, mais c'est un critère à prendre en compte. Encore des petits outils, il y aura plein de choses à tester, ça c'est sympa. C'est le Google PageSpeed. Et celui-là, il est assez visuel, donc il va vous mettre 3 codes couleurs, rouge, orange, vert, qui sont assez parlants, avec des critères à améliorer. Donc si c'est pour quelque chose d'assez rapide, ou si vous voulez faire les corrections vous-même, et vous n'êtes pas forcément complètement du côté technique, il est très bien. Il vous donnera les bons critères à suivre, il est lié à de la doc qui vous permet de faire les corrections, donc c'est pas mal. Pour les plus courageux, donc là je sais plus pour les plus techniques, il y a webpagetest.org qui va vous donner beaucoup de graphiques et d'infos, qui est une interface nettement moins sympa. Mais sur de la correction de fond, il sera vraiment très bien. Maintenant, on va arriver à la partie moins sympathique, c'est tout ce qui est structure et code. Donc là, on a vu l'indexation qui est le point central, les performances qui vont aussi jouer là-dessus, et le code. Donc le code, vous allez surtout voir 3 parties, HTML, CSS, JS. TraceWeb refait des formations, souvent l'année prochaine, ça sera le moment si jamais. Et le but, c'est de détecter les erreurs ou les problèmes de qualité. Donc des choses mal codées, des éléments bloquants. S'il y a des parties donc le JS, c'est tout ce qui sert à l'interaction. Si il y a un bug ou quelque chose, votre site peut être bloqué, ou des parties inaccessibles. Voilà, c'est quelque chose d'important. La navigation accessible et les liens sont accessibles aussi. Donc ça, c'est-à-dire bien codé en fait. Ça, je ne rentrerai pas plus dans le détail, ça rentre vraiment dans la partie code, mais c'est cette idée de respecter un peu les critères qui se font. Il y a des sites qui vous aident pour ça. Le W3C valide votre site au niveau du code. Pareil, si vous regardez des tutos, des ressources en ligne, normalement ils vont vous apprendre ça bien, donc il n'y a pas de souci. JS et JavaScript. C'est ça, oui. C'est vrai que j'aurais pas dû l'abréger. Bien vu. Donc l'indexation, il y a toujours Google qui fait une bonne ressource sur le Google Search Console. Donc, le Master Tool, il y a une chaîne YouTube qui va permettre de traiter les différents points, vous aurez à peu près tout ce qu'il faut. Au niveau du code, il y a l'Open Classroom, qui est toujours un bon classique pour démarrer. Là, c'est vraiment plus de la ressource débutant. C'est tout ce qui est référencement, créer son site web. Vous n'êtes pas obligé d'en coder 15 000, mais faire une fois un site web, ça vous aide à peu près à comprendre la structure du HTML, qui est en fait pas quelque chose d'aussi compliqué. Et Code Academy, c'est pareil, c'est pour faire son site mais de manière un peu interactive. Je pense qu'on fera quand on uploadera, je me remettrai le détail un peu sur les liens en description, ça sera plus clair. Donc maintenant, tout ce qui est contenu interne et externe. Et je vais attendre, petit dernier point qui est important. Quand je vous ai parlé aussi de performance, de qualité de code et tout ça, ça peut aussi jouer sur votre indexation en fait. Si vous avez un site mal codé, qui est lent, les petits robots ils se fatiguent et ils vont passer moins bien sur votre site. Donc c'est possible qu'il y a certaines pages, au bout d'un moment, ils ont leur quota par jour et du coup ils ne vont pas indexer tout votre site. Donc en fait, les autres critères ont un impact sur l'indexation. C'est pour ça qu'un audit c'est toujours un peu long, parce qu'il faut vraiment être complet, parce que chaque chose a un impact sur l'autre. Donc contenu interne et externe, on va pouvoir y aller. Donc là c'est vraiment tout ce qui est texte de votre site et tous les éléments extérieurs. Donc on va vite fait venir dessus, c'est tout ce qui est valeur des balises HTML, parce que vous pouvez peut-être avoir des bons n'est-ce mais si pareil le code derrière il n'est pas en concordance avec vos titres et ainsi de suite, il va y avoir un problème. Je crois que je vais me tromper. Ouais, c'est bon. Donc pareil, on détecte les erreurs, les problèmes de qualité. Et quand je dis problème de qualité, ça peut être aussi dans tout ce qui est orthographe, contenu et autres. Je peux aussi rentrer dedans. Là, on n'a pas plus utilisateur, mais ça joue aussi. On peut le revalider au W3C. Donc celle-là, elle fait un peu peur, mais il n'y a pas grand-chose. Là, j'ai osé du code. C'est visible ou... Je rêve en fait. Non, on va aller dessus. Alors, si vous allez sur un site web, je pense que c'est le... Je vais voir si ça passe bien. Notre site est plus beau normalement quand même. C'est plus lisible là ? Alors, on va regarder une petite chose. Donc le code, ça peut paraître effrayant, mais en fait le JS peut l'être. Le CSS c'est quelque chose qui sert plus à faire du design. Mais le HTML en lui-même pour faire un audit, on voit sur du référencement et tout, il reste quand même assez simple. Parce que vous n'allez pas regarder tant d'éléments que ça. Là, je ne sais pas encore. Concrètement, tout ce qui s'appelle méta, c'est des descriptions qui servent pour votre site. Et en fait, le HTML va toujours être ce genre de choses. Il y aura toujours ce petit élément qui va vous dire ce que c'est. Il n'y a pas 15 000 éléments, donc c'est jouable. Il faut juste que je vous ai trouvé. Donc, on va regarder un peu plus bas. Je descends.
Si quelqu'un voit méta avec titre, il crie. C'est super pas pratique. Juste Eric, il n'y a pas une fonction de recherche. Si, mais je voulais montrer d'autres choses aussi, donc. Mais merci. Parce que je voulais pas tout. C'est parce que je ne savais pas. Je voulais pas tout louper. Bon, tant pis. Il n'a pas de méta-titre? Non. Ah putain, pardon, je suis à la masse. J'ai crevé. Ouais, attends. Je vais craquer. Donc la méta-description. Donc, tu le vois? Bon, on va faire. Et attends, c'est en. Ouais, mais c'est pas grave, peut-être les deux vont. Vous l'avez vu ta gueule? 24. Celui-là? Ah ouais. Donc voilà, ce que vous avez regardé sur notre site, c'est ça. C'est le title. En fait, c'est assez simple, c'est ce que vous avez dans l'onglet. Ici, dans le navigateur. Le meta name, avec description. Donc c'est souvent ces deux lignes. Ça, demain, venez demain, il va tout vous raconter, vous expliquer, ça va être sympa. Ça, concrètement, c'est le titre que vous avez sur Google. Ça, c'est les deux petites lignes en dessous. Et ce qu'ils vont faire pour votre audit, si vous êtes, tout dépend à quel niveau vous êtes, mais si vous êtes par exemple un peu débutant et vous connaissez, c'est juste repérer tout ce qui est contenu. Donc vous savez que vous allez regarder le title, vous allez regarder la description. Je crois que je l'ai vu là. Ça, tout ce qui est OG, ça c'est les open graphs, c'est ce que je vous parlais avec Facebook. Il y aura toujours des termes clés, comme ça vous pouvez les retrouver. Donc, après, je vais descendre un peu. Autre chose. Si par exemple vous voulez voir aussi dans l'audit, on peut regarder si les outils marchent. Ça c'est Google Analytics. Il vous le donne dans l'interface, hein. Donc ça c'est clair. Je vais essayer d'en trouver un. Et ben voilà. Donc ça en fait, je pourrais pas vous montrer. On n'est pas à jour ça ce matin. Il y a aussi quelque chose d'une balise, ça s'appelle les H1. Donc ça c'est plus dans le contenu. Je vais y arriver. Donc là, on est plus dans les textes. Et il y aurait quelque chose ici, il faudrait l'imaginer, ça s'appellerait H1, ça correspond à votre titre. Mais il y a différents niveaux de titres, ainsi de suite. Mais ça, vous regardez, si vous avez les formations Prime Classroom, vous le voyez assez rapidement. J'ai vraiment pas de bol sur la page que j'ai pris. Tout ce qui est par exemple LI, c'est des listes. Et ainsi de suite. Il y a si vous avez ici un P qui se fermera plus tard, ça sera des paragraphes. Et en fait, le seul but, c'est qu'une fois que vous connaissez la structure d'un site HTML, donc vous avez fait un site, c'est de repérer au niveau de votre audit qu'il y a un titre, donc ce qu'on appellerait H1, il y a peut-être un titre de niveau 2, H2, et ainsi de suite, et il y a aussi des paragraphes ou ce genre de choses. Et idéalement, ça serait si vous voyez quelque chose qui, d'un point de vue design, ressemble à un titre et que c'est mis dans un paragraphe, il faut vraiment regarder plus les ressources, que là, je me doute que c'est pas forcément buvable. Et voilà, il y a des problèmes. Donc c'est de voir que son contenu, il est cohérent avec ce qu'on veut montrer. Donc si c'est un titre d'un point de vue design, que ça soit un titre d'un point de vue code, et ainsi de suite. Et ça permet qu'il y ait un meilleur référencement. Ouais, parce que Du coup, toi, si t'es mal référencé. On joue sur les réseaux sociaux, c'est pour ça. Non. Voilà. Du coup, on a du boulot encore, ouais. Mais on va avoir l'été pour bosser. On va revenir l'année prochaine, on aura corrigé ça. Normalement. Donc après, il y a plein de critères, on peut peut-être bien référencer sur d'autres trucs, mais. Du coup, je sais plus ce que j'allais dire. Ouais, donc du coup, le truc, c'est le H1. C'est ce qu'on aura pour le robot le plus important au niveau contenu, ce qu'on appelle le titre de niveau 1. Donc si vous n'avez pas de titre de niveau 1, ou que si vous n'avez pas placé l'élément important, votre mot-clé dans le titre de niveau 1, votre référencement sera moins bien. Et c'est juste ça qu'on veut détecter. Mais ça, je vous invite à regarder des formations, où demain, il sera bon pour vous former là-dessus. Donc voilà, c'est tout ça en fait. Le méta-titre, la méta-description. Donc ça c'est vraiment une description de page. Ensuite il y a le contenu, donc je vous ai dit, les titres. Il y a des choses aussi, des mots-clés des fois qui sont mis entre des strongs. Donc ça leur donne un peu plus d'importance. Il y a les liens, qui ont aussi un peu plus de poids, et tout ce qui est image. En sachant que les images, il y a cette chose qu'on appelle alt, parce que notre image ne marche pas ou c'est dans un texte alternatif. Et c'est avec ça que les robots comprennent vos images. Donc c'est aussi quelque chose à regarder. Si vous avez un site avec des tonnes d'images et il n'y a jamais de alt, sur Google Images, vous allez avoir un problème de référencement. Et ça rentre dans l'audit. C'est ce genre de points à étudier. Je crois que sur les images, sur Google Image Search,
En fait, maintenant, il prenait en compte le texte qui était autour de l'image. En fait. Il peut prendre le contenu autour pour le contextualiser, mais il va prendre le alt et le nom de l'image aussi. Et si on n'en a pas mis, Ça peut être plus embêtant. S'il n'y a pas un bon nom d'image ou il n'y a pas un bon alt, tu vois, il y a le référencement des images va être plus compliqué, quoi. Ça ne donnera pas de mots-clés, il va peut-être pas les prendre en compte. Du coup. parce qu'il y a des images qui sont référencées sur Google Search qui n'ont pas de alt. Ça c'est possible, ouais, si avec le contenu autour. Mais idéalement, autant l'aider tout de suite qu'il trouve l'info directement. Il va plus le prendre en compte. En plus, ça rentre dans les critères aussi de référencement, donc autant le faire directement bien. Et idéalement, si vous avez le titre, je parle de le titre de l'image. Hein. Si c'est une photo d'un arbre, ça s'appelle arbre, voilà. Avec une description qui dit arbre et encore le contenu autour qui dit arbre, là il y a peu de chances qu'ils se trompent ou qu'ils ne vous le prennent pas en compte. L'idée c'est vraiment d'avoir une cohérence partout. C'est très bête, hein, mais on le met en français ou en anglais. Ça dépend qui tu cibles. Si tu veux ton site en anglais, tu auras des anglais, tu vas te mettre en anglais et ainsi de suite. Ouais. Et si tu as plusieurs versions de site, à chaque fois il faut adapter. Quoi. Par rapport à la balise alt, du coup, là, si j'ai bien compris, c'est pas grave de mettre la même description que ce qu'on pourrait mettre en légende. Non, ça peut rentrer dedans. Ouais. Parce que, à la base, le alt, c'est aussi destiné à, par exemple, aux malvoyants. Non, c'est ça l'idée, il faut que ça reste compréhensible, mais logiquement, ce qui décrit ton image reste compréhensible avec ton image. Donc, si ta légende est claire pour les gens, donc c'est bon aussi. Ah oui, tu veux. Question, si j'ai quelqu'un qui vient sur mon site et qui est malvoyant, donc qui utilise un logiciel qui dicte ce que le navigateur y voit, il ne risque pas d'avoir deux fois la même chose qui lui est donnée. Je sais pas s'il faut expliquer ça, je ne me connais pas assez. Le ARIA, il les a, c'est une légende. Alors, en fait, après, spécifiquement pour l'accessibilité, il y a des balises en plus qui permettent de Ouais, dire que c'est la même chose et qu'il ne faut pas le répéter. Mais c'est un peu spécifique après. Après, oui, il risque d'avoir deux fois la même chose, mais les gens qui utilisent un lecteur d'écran, ils ont l'habitude, malheureusement, de ce genre de choses. Et ils ont des raccourcis pour passer rapidement les phrases si c'est la même. En fait, il vaut mieux avoir une description qui se répète que pas de description. Après, si vous pouvez avoir deux choses qui sont complémentaires, c'est encore mieux. C'est plus de travail. C'est mieux que rien, quoi. Comme conclusion. Donc voilà, donc ça c'est un peu tout le contenu. Donc pareil, là vous pouvez Screaming Frog, l'outil que je vous ai parlé avant, qui regarde un peu l'indexation, il va vous sortir tout ce qui est métatitre, métadescription et les premiers titres, et aussi que les images. Donc ça c'est assez top. Attendez, on peut peut-être même l'essayer. Ouais. C'est pareil en fait. Monsieur. Donc en fait il ressemble à ça. Donc là vous tapez l'URL de votre site. Et là il vous sort vraiment tous les liens. Donc, ce qui est intéressant, ça on va y revenir après. Là vous avez le titre, le métatitre donc, la métadescription. On a vraiment du boulot en fait. Alors Keyword ça n'existe plus. Et là vous avez même les titres de niveau 1. Donc là vous pouvez rapidement voir si votre site est à jour là-dessus, tout ce niveau-là. Vous avez même les longueurs derrière parce qu'il faut aussi éviter de les faire trop longs. Voilà, donc ça c'est gratuit, ça vous prend 500 URL de votre site et c'est franchement pas mal. Ça va vous faire gagner du temps. Donc comment on le télécharge? Ouais, tu l'installes en fait. Après tu rentres l'URL du site que tu veux voir et il te sort un fichier, tu as soit le fichier consultable ou tu peux le sortir en Excel. C'est juste en fait pour avoir une sorte de compte rendu, tu peux pas directement le fichier. Enfin, tu peux pas le directement sur le. Non mais tu peux le sortir en Excel et après il faut travailler avec et tu peux le croiser. Ce qui sort comme fichier est propre, vous pouvez vraiment travailler là-dessus pour faire un audit. Donc les outils, donc celui-là qui est vraiment pas mal, le Google Search Console va vous, surtout pour l'indexation. Regardez les codes sources de page. Donc en fait c'est aller sur un site, vous pouvez faire clic droit et une petite chose qui s'appelle regarder le code source. Donc, ça vous permet de voir un peu à quoi ressemble le contenu. Et sur tout ce qui est CMS, donc WordPress et autres, il y a aussi des choses qui se font dans l'administration pour modifier tout ça. Donc, pour voir comment ça se passe. Ça, je suis bon. Alors maintenant, là on était plus sur de la structure, du code et vraiment du technique. Maintenant on va plus rentrer sur tout ce qui est sémantique et un peu plus marketing au contenu. Donc c'est vraiment le choix des thématiques. Voir que ces mots-clés soient cohérents, que l'organisation de son contenu.
Le lien entre ces pages, pas non plus mettre des liens qui vont partir de partout, mais qui est vraiment une cohérence de site, que les gens puissent naviguer naturellement sur votre site par rapport à ce qu'ils cherchent. Le choix des images, en mettant des descriptions. Et le tout, ouais, comme je dis, c'est toujours penser aux utilisateurs, que ça soit utile pour eux. On évite aussi les mauvaises pratiques, c'est-à-dire, je ne sais pas si vous référencez sur voiture, ne mettez pas 300 fois le mot voiture dans une page. Pour l'utilisateur, ça va être imbuvable et les moteurs de recherche vont vous pénaliser. Parce qu'ils ne regardent pas seulement les bons critères, ils peuvent aussi vous pénaliser. Évitez aussi tout ce qui est contenu caché, il y a des gens qui faisaient ça, mais ça ne marchera pas non plus. Tout ce qui est contenu copier-coller. Copier-coller, c'est mal. Et voilà, ça risque de vous pénaliser votre site ou de faire l'inverse. Une fois qu'on a fait tout ça, on peut un peu regarder ce que donne son site en fait, à l'instant T, voir comment comment il est positionné. Donc là, c'est surtout, on va regarder sur Google ou d'autres moteurs de recherche. Donc on peut tester si on n'a pas d'outils, on peut faire des requêtes directement, voir comment on est référencé sur les mots-clés qu'on pense ou les mots-clés que vous donnerez des utilisateurs que vous avez croisés. Il y a des outils pour ça aussi. Donc Positeo vous permet vraiment de sortir votre positionnement. C'est un site, vous allez dessus, vous tapez votre mot-clé, il vous dit votre positionnement. Il y a, alors Serplab, c'est un petit que j'ai trouvé il n'y a pas longtemps. Celui-là, il vous permet vraiment de rentrer votre site et de mettre une liste de mots-clés. Et il refait régulièrement le test en fait, de positionnement. Donc c'est assez intéressant, ça permet d'avoir un bon suivi. Et alors ça, dans l'audit, c'est plus du référencement, mais ça va vraiment justifier s'il y a des modifications à faire, s'il y a un mauvais référencement. Ça oriente les points à traiter, quoi. Donc ça donne vraiment tout ce qui est amélioré. Et enfin, vous pouvez aussi peut-être voir, donc là ça demande une pensée un peu différente, c'est de voir, se demander s'il n'y a pas des termes qui ne sont pas présents sur votre site et qui pourraient intéresser l'utilisateur. Donc ça, vous pouvez le trouver peut-être avec des outils. Ouais. Serplab, c'est .co.uk. Parce que le .com, il y a une erreur de serveur. Ah, possible. Ça va peut-être changer. Voilà, .com, je ferai la correction. Forbidden. Ah, vas-y. Donc Serplab, c'est .co.uk, si je le remettrai à jour. Donc voilà, et pour ça, il y a aussi des petits outils, donc Google Trends, vous pouvez voir s'il y a beaucoup de recherches sur un mot-clé spécifique. Keyword Planner un peu plus spécifique, vous trouvez dans AdWords. Il y a des équivalents aussi qui existent. On essaierait une liste encore à côté, qui vous permettent de voir des recherches associées à des termes, et ainsi de suite, des mots-clés similaires et autres. Donc ça peut être assez intéressant aussi. Donc les autres critères, on va revenir sur le métatitre et tout ce qui est titre, il y a des longueurs à respecter. Vous dites le métatitre, c'est faut vraiment penser mots-clés, vous dites ouais super, j'en mets 200, sauf que de toute façon il va vous le couper à 55 caractères. Et en plus c'est un peu un mauvais critère et une mauvaise pratique. Donc voilà, il y a des règles à respecter. Ce qu'on appelle aussi les URL lisibles, c'est d'éviter d'avoir des URL P égale 214, alors que je suis sur la page d'un article, je sais pas moi, sur la natation, ça ne sera pas parlant pour les gens. Donc l'idée c'est qu'elle soit lisible par un humain. Le contenu dupliqué, donc ça j'en ai parlé, c'est de retrouver, de copier-coller du même contenu sur votre site ou provenant d'un site extérieur. Ça, les robots, ils sont nombreux, donc ils vont le voir, ils vont pénaliser votre site. Ensuite, il y a ces choses que vous êtes sûrement déjà tombé dessus, des pages 404. Donc en fait, c'est que la page sur le site n'existe plus et du coup, elle est introuvable. Donc c'est savoir, il y a les pages 501, là c'est carrément une erreur de site, sur une page ou sur le serveur, ainsi de suite. Donc ça, Screaming Frog vous les sort aussi. J'aurais pas dû le fermer, mais vous mettez quelque chose qui s'appelle statut code. Ouais. Donc 55 caractères pour le métatitre, espace compris. Espace compris. Et pour la description. Espace aussi. 155, pardon. 155. Ouais. Toujours les espaces compris en fait quand on parle en caractères. Et donc, ouais, tout ce qui est erreur, le Screaming Frog permet de vous faire une liste, il y en aura aussi dans le Webmaster Tool. Et ça, l'idée, ça va être soit de les corriger quand c'est des erreurs, si c'est possible, ou de les rediriger. Donc si vous avez des erreurs 404, vous les redirigez sur votre page d'accueil ou sur la page qui correspond, la plus proche. Et ça évite que des utilisateurs arrivent sur le site et qui sont un peu paumés ou qui ne comprennent pas trop. Et ça aide les robots aussi. Ils vont arriver là-dessus, ils vont voir que c'est redirigé. Et ça va leur permettre déjà de plus indexer votre site. Parce que ce genre de page, ça leur consomme, ce que j'ai dit, de l'énergie, donc il faut moins indexer le reste de votre site. Et ça leur facilite le travail. Et ça améliore la qualité de votre site. Donc c'est tout donné. Donc, juste pour revenir là-dessus, pareil, hein, sur la formation que je vous ai mis, tout ce qui est dans le doc Google, tout ça c'est expliqué, comment faire une redirection, et ainsi de suite. Là, l'audit, c'est vrai qu'aussi, on traite les points, mais on les corrige pas forcément. Alors, le but, c'est de sortir un document, au final. C'est un bon boulot, du coup.
Et après, si vous voulez chercher plus, c'est vraiment taper dans les ressources pour faire les corrections. Maintenant, tout ce qui est externe. Donc en fait, ça va être tous les liens qui vont venir sur votre site. C'est un critère aussi important au référencement, c'est important pour votre notoriété tout simplement. Voilà. Ensuite, c'est pas tout. Si vous avez 10 000 liens de sites de spam, de sites de je sais pas quoi, de torrent ou autre, ça sert complètement à rien, ça va au contraire pénaliser votre site. Donc idéalement, c'est d'avoir des liens de qualité et cohérents avec votre site. C'est-à-dire, si je vends des articles de sport, si j'ai un lien avec des articles de jardinage, on va peut-être chercher un peu moins de civilité, mais c'est pas tout à fait ça. Il peut y avoir pire comme chose pas cohérente, mais voilà l'idée. Une fois qu'on a fait ça, on va essayer de réduire les liens non pertinents et les spams. Donc dans votre audit, ça sera l'objectif. Si vous voyez qu'il y a 100 liens qui viennent d'un site de spam ou d'un site un peu bizarre, ça va être d'essayer de faire retirer ces liens, c'est du boulot, de dire à Google de ne pas les suivre, de ne pas les prendre en compte, ou à d'autres moteurs de recherche, et ainsi de suite. Donc ça va être la recommandation dans votre audit. S'il y a beaucoup de liens dans votre audit, ça sera une case verte, c'est super. S'il n'y a pas beaucoup de liens, ça sera surtout une opportunité à développer pour votre référencement ou simplement faire venir du trafic. Il y a ensuite un critère qui est plus indirect, c'est tout ce qui est réseaux sociaux. Donc voir comment ils sont liés au site, quels réseaux font venir du trafic. Voir s'il n'y a pas de réseaux sociaux. Ça peut aussi être dans votre audit, vous pouvez le mettre, un site e-commerce maintenant qui n'a pas de réseaux sociaux, c'est quand même un peu plus compliqué pour la confiance des clients. Donc c'est quelque chose qu'on peut mettre dans l'audit, pas de réseaux sociaux, peut-être une opportunité à travailler, ainsi de suite. Ensuite, s'il y en a, il faut aussi voir leurs interactions, leurs performances. S'il y a une page Facebook et une ville déserte, ça ne servait pas à grand chose d'en faire une, c'est même presque mieux de l'enlever. Il faut que ça soit un peu actif, qu'il y ait du partage et un peu d'interaction. Peu importe le réseau, que ce soit du Pinterest, du Twitter ou autre, voilà. Chacun a son modèle d'interaction, mais il faut qu'il y en ait. Je vous donne aussi quelques outils pour l'analyse des liens. Alors il y a Rank Signals. Ils font à peu près tous la même chose. Vous rentrez l'URL, il va vous sortir une liste de liens. Il y en a les premiers gratuits, je crois. Ahref et SEMrush, ils ne sortiront qu'une partie des liens. Par contre, c'est très bien détaillé, c'est très bien fait. Après, c'est des outils payants et là, on rentre dans les outils qui sont quand même un peu assez chers. L'outil de Google vous donne aussi des liens entrant, donc ce qui peut être assez intéressant. En sachant que chacun, que ce soit les deux du milieu, je vous ai dit qu'ils étaient payants, il y a quand même un essai, vous pouvez taper votre site, vous aurez une partie de la liste. Ça peut toujours être intéressant pour un petit audit. Est-ce qu'il y avait des questions sur cette partie? Je pense qu'il y avait pas mal de choses. Tout est bon? C'est top. Maintenant, on va voir la dernière partie qui est un peu à part. C'est tout ce qui est ergonomie, design et l'expérience utilisateur. Donc là, je ne sais pas si vous êtes du marketing, plus ou moins référenceur, plus ou moins développeur. Là, c'est quand même une partie qui est réservée à des ergonomes, des designers et autres, qui va toujours être en fonction de vos utilisateurs. Mais on est vraiment sur une clé métier à part. Après, bon, s'il y a des sites complètement aberrants, on peut très bien se rendre compte qu'il y a un souci. Mais c'est quelque chose un peu qui peut être à prendre en compte par d'autres personnes qui n'ont peut-être pas une approche en profondeur. Donc il y a cette petite règle qui est plus ou moins vraie, mais qui peut vous aider. Il faut qu'on puisse comprendre un site en 3 secondes. Alors quand je dis comprendre un site, ça dépend. Si vous êtes un site sur la physique nucléaire, si un enfant de 8 ans ne le comprend pas en 3 secondes, à la rigueur, c'est pas choquant. Donc c'est toujours en fonction de l'utilisateur. Voilà. L'idée, c'est qu'on s'adapte toujours à ça. Il faut que ces gens-là, qui sont, en fait, c'est les seuls gens à qui les avis sont importants. Ce sera l'utilisateur, votre site, quand on parle de marketing. Il faut que ces gens-là comprennent votre site. Rapidement, plus ou moins 3 secondes si possible, mais rapidement. Donc ça va être ça l'idée de l'ergonomie. Il y a cette notion qu'on revient avec la vitesse, les performances. Il y a tout simplement l'utilisation, est-ce que mon site, je sais où aller, est-ce que j'arrive à retrouver mes pages, est-ce que j'arrive à naviguer, et ainsi de suite. Est-ce que les informations importantes sont mises en avant? Donc il y a tout ce qui est contenu, titre, et comme j'avais dit avant, il faut aussi que ce soit soutenu par la structure qui est derrière. Si vous pouvez avoir un beau titre, si c'est pas bien codé derrière, bah malheureusement il ne sera pas pris en compte comme ça, par les moteurs de recherche. Il y a aussi les supports. Donc on avait parlé aussi des mobiles, tablettes et tout. Donc là c'est le même problème, est-ce que c'est utilisable partout? En sachant qu'il y a une distinction entre en même temps les systèmes d'exploitation, est-ce qu'il est accessible sur Windows, sur Mac, sur Android, iOS, il peut y avoir des différences, il peut y avoir des bugs présents sur l'un, pas sur l'autre. Donc ça c'est toute une phase à tester qui peut être assez compliquée. Donc là, quand je fais une analyse du
site web, ils analysent quoi sur mobile ou sur le desktop? Les deux. Idéalement, il faut qu'ils s'adaptent sur tous les supports. Après, les gens, tout dépend. Si on regarde les outils d'analyse, si vous en avez, vous pouvez regarder plus ou moins où vient le trafic. Voir peut-être là, peut-être votre trafic vient beaucoup par mobile, parce que c'est aussi une possibilité. Donc là, l'idée, ça serait plus de peut-être concentrer plus sur le mobile. Mais idéalement, ça, faudrait vraiment que l'objectif de l'ergonomie et du web design général, c'est que ça s'adapte partout, quoi. Je veux dire, si j'ai une page référencée, elle sera référencée pareil, dans le même ordre sur Google, que ce soit sur mobile ou sur desktop. Non, il y a un piège qui sera de plus en plus courant. Si votre page est sur mobile et qu'elle n'est pas adaptée, elle sera sûrement moins bien classée. Sur quelqu'un qui fait une recherche via le mobile. Donc c'est ça le souci. Et ça va être de plus en plus le cas. Les sites qui ne vont pas s'adapter à tous les supports risquent d'être de plus en plus pénalisés par rapport à Google. Le fait de s'adapter sur les différents supports est devenu un critère en fait, de référencement. Je veux dire, si j'ai les deux, la page, si elle arrive 6e, mettons, je sais pas, elle arrive 6e à la fois sur mobile et sur. Elle s'adapte sur mobile ou pas? Ouais. Ouais, bah alors là, ça devrait être bon. Après, les résultats changent toujours, mais là, il ne devrait pas y avoir de soucis. C'est-à-dire, quand je fais ma recherche sur Google, elle arrive 6e, que je sois sur mobile ou que je sois sur. Alors, le problème avec l'idée de position, c'est que ça peut énormément varier. C'est selon où vous faites la recherche, si je suis à Strasbourg ou si je suis à Paris, sur la même recherche, j'aurai vraiment pas le même résultat. Et particulièrement sur mobile. Donc, non, il peut y avoir des variantes. Après, si je reviens sur ce critère-là, si votre site s'adapte au mobile, il n'y aura pas énormément d'écart. Ce qui est important, c'est par exemple si un site marche très bien sur ordinateur, mais il ne s'adapte pas du tout au mobile, son positionnement sur mobile va sûrement être beaucoup plus bas sur Google. Donc dans votre cas, c'est bon, il y a de grandes chances que la position sera identique. Après, c'est vraiment un critère important aussi. Idéalement, il faut vraiment avoir des sites maintenant qui s'adaptent à tout. Il y a de plus en plus de recherches qu'ils font via mobile, c'est plus de 50%. Il faut vraiment essayer d'adapter son site à tous ces supports. Alors maintenant, on a fait tout ça, c'était bien long et il faut organiser. Donc c'est vraiment comment organiser son audit. Parce que là, du coup, je suis un peu rentré dans les détails, parfois des corrections ou des problèmes, mais je dis l'audit, ça va être, vous allez voir, ça va être une ligne, dire si c'est bon ou pas. Et après, j'espère que c'est pas vous qui faites les corrections. Donc l'idée, en fait, c'est, si vous en faites plusieurs, ou même, c'est d'avoir une méthode qui soit assez répétable, un fichier type, un modèle. Le premier, vous faites un peu les dents dessus, vous formalisez votre fichier, et après, vous faites votre modèle, et vous pouvez le réutiliser pour vraiment plein de sites. Et ça peut varier plus ou moins selon les types de sites. Sur un site e-commerce, l'audit sera forcément plus lourd, il y a plus ou moins d'articles, c'est plus ou moins conséquent, il y a peut-être plus de critères. Sur un blog, peut-être déjà beaucoup moins. Sur un site qui est juste une description d'une institution, quelque chose comme ça, il y aura nettement moins de critères. Donc c'est vraiment ces idées-là. Je vais être pas mal dans les temps. Donc comment organiser son audit? Donc en fait, vous allez voir, si vous faites des recherches même, il y a vraiment plein de manières qui existent. Vous pouvez faire un document texte, Word. Alors c'est pas mal dans le sens, c'est plus présentable, mais je trouve que c'est vite imbuvable, surtout si l'audit est long. Quelque chose qui se fait, c'est vraiment d'un point de vue technique, c'est utiliser des feuilles de calcul, donc des documents Excel. Comme ça, je vais vous montrer un exemple après. On peut aussi utiliser ce qui peut être pas mal, c'est des checklists. Donc ça, c'est plus si vous êtes en agence, vous savez que vous allez faire plusieurs fois des sites. C'est des cases à cocher avec des critères à respecter. C'est-à-dire, la personne qui va faire le site aura une série de listes avec mettre des métatitres, mettre des titres, faire attention que les URL soient lisibles, faire attention de ne pas mettre le site en non-indexation, donc en nofollow, et ainsi de suite. Et donc, avant que le site soit lancé, il faut qu'il ait coché toutes ces petites cases. Ça, c'est vraiment une bonne pratique à faire. Pareil, si vous faites plusieurs sites ou autres. C'est quand même un gain de temps, surtout pour après d'analyser votre correction. Donc, c'est pas mal. Donc, la feuille de calcul, c'est vraiment pas le plus présentable, c'est franchement pas le plus attrayant, mais c'est franchement le plus lisible aussi. Sauf quand le diapo est patate. Mais sinon ça. Votre audit, il va se présenter comme ça. C'est une méthode. Il y en a plein d'autres, vous pouvez vraiment choisir différents types de présentation, mais je trouve que ça l'est pas mal. Vous faites dans vos feuilles de calcul différentes feuilles. Une partie résumée, avec les tâches les plus importantes, c'est-à-dire les corrections, genre mon indexation n'est pas bonne, j'ai pas assez de liens, il n'y a vraiment pas de lien sur mon site, donc tous les problèmes, tout au trier dans l'ordre croissant. Donc, tous ces problèmes qui peuvent être des énormes facteurs de temps. Mon site ne marche pas sur mobile, tous ces genres de choses, ça peut vraiment aller là. Du vraiment plus grave au moins grave, donc après ça peut être des petits problèmes de contenu,
des balises un peu fausses, ce genre de choses. Voilà, vous faites votre liste. Priez pour qu'elle soit plus ou moins longue, et ainsi de suite. Toujours essayer de mettre une description. Idéalement, description là où vous allez trouver le problème. Ça peut toujours aider la personne qui va le chercher. Et la deuxième partie, un peu différente, c'est tout ce qui c'est les opportunités. Si par exemple votre site a un certain nombre de liens, vous vous rendez compte pour ce référencement que ce n'est pas suffisant. Donc il n'y a pas assez de liens cohérents de qualité. L'opportunité, ça serait de développer ça. Donc ça, c'est une partie d'audit un peu différente. On est plus dans la progression que la correction. Mais je trouve ça intéressant, vu que vous avez, pour un audit, vous allez parcourir tout un site, autant noter toutes ces deux choses tout de suite. Ça peut vraiment orienter la suite. Et après, en fait, c'est assez simple de trouver. Enfin, c'est vraiment pas bon. Je vais vous dire comme ça. Donc là, c'est le résumé. Ici, vous faites une feuille par rubrique. Je vous ai montré à peu près. Je vais le dire à voix haute, si jamais ne vous inquiétez pas. Il y a l'indexation. Oui. L'indexation, donc tout ce qui était accessibilité, tout ce qui est site navigable et autres. Les critères de contenu. Donc, est-ce que j'ai les bons mots-clés? Est-ce que mes titres sont bien placés? Et ainsi de suite. Bascule. Les critères hors site. Les liens qui rentrent. Le travail sur les réseaux sociaux, ainsi de suite. Vous pouvez faire une partie analytics. Donc, peu importe l'outil, mais vraiment, vous déterminez un peu les statuts du trafic, les typologies d'utilisateurs. Là, vous pouvez rentrer leurs caractéristiques et autres. Ça peut être pas mal. Dans cette partie, ce qui est pas mal aussi mettre, c'est tout ce qui est évolution du trafic. Est-ce que le trafic est en baisse, en augmentation, ainsi de suite. Et ça peut aussi du coup être reporté dans, je pense que si vous avez 30% de baisse de trafic, c'est sûr que ça va commencer à apparaître ici. Vous pouvez faire selon les types de sites. Après, tout ça, c'est vraiment variable. Selon les types de sites, ressortir tout ce qui est social. Si y a une page Facebook très active avec un Twitter, un Pinterest, autant faire tout de suite une feuille à part, et tout placer. Donc, vous voyez les performances, vous répartir les stats, comment ça évolue, l'impact sur le site, donc le trafic que ça amène, est-ce que c'est bien fait. Il peut y avoir des pages Facebook pour beaucoup de monde, mais avec beaucoup de mauvaises pratiques, c'est-à-dire des posts mal faits, n'importe quelle heure, et ainsi de suite. Voilà, donc, comme je vous dis, il y a beaucoup de critères différents. Après, il y a d'autres onglets. Vous pouvez faire si vous êtes du e-commerce, vous pouvez rentrer sur tout ce qui est fiches produits. Pour du e-commerce, donc des choses assez détaillées. Donc on peut s'amuser avec beaucoup de critères. Ce qu'on a dit, l'ergonomie design, celui-là je ne l'ai pas forcément mis parce que c'est possible sur un document à part, fait par un designer également. Mais ça peut aussi rentrer dedans en résumé. Donc voir si votre site a des gros problèmes de navigation, des choses non lisibles, des problèmes d'accessibilité pour les malvoyants, c'est des choses qui peuvent se regarder. Mais tout ça, comme il dit, se reporte sur le résumé. Donc l'avantage de cette typologie, c'est que ça c'est clair, vous avez tous les points, vous voyez ce qu'il y a à faire, et on repercute tout sur une page, avec des petites idées. Après, s'il y a des détails, ou si c'est vous qui allez faire les corrections derrière, n'hésitez pas à faire un document encore à côté, qui détaille un peu les corrections, les notes de problème et autres. Ça peut vous aider. Voilà concrètement à quoi ça ressemble. Je crois que j'étais pas mal avant, donc j'avais encore un jour. Donc là, c'était le détail pour rendre une rubrique pour l'accessibilité. Donc là, on voit ce que je vous avais parlé pour l'indexation. Est-ce qu'il y a un robot TXT? Oui. Est-ce qu'il est bien fait? Oui, non. Voilà, ainsi de suite. Est-ce qu'il y a des robots MetaTag? Donc elles sont là, elles n'interdisent pas l'indexation, c'est bon. Est-ce que j'ai des pages avec des statuts, donc des pages introuvables, pages d'erreur serveur? Oui, non, combien? Est-ce que je dois les diriger? Ainsi de suite. Est-ce que j'ai un sitemap, donc le plan de site qui aide les robots à référencer le site? Par exemple, non. Recommandation, en générer un et mettre en ligne. Tout simplement. Est-ce que j'ai du Flash et du JavaScript dans ma navigation? Donc ça, c'est des gens qui font des menus avec ce genre de technique. Ça pose problème pour les robots. Donc, si j'ai ça, correction, je peux enlever ça et faire un menu en HTML. Moi, je vous ai un peu mélangé les critères pour plus détailler. Est-ce que mon site est responsive? Voilà, oui, non. Est-ce qu'il est accessible? Après, il peut très bien être responsive, mais pas forcément super navigable. C'est-à-dire, il s'adapte sur mobile, mais la typographie est trop petite. C'est vraiment pas agréable au doigt pour naviguer. Voilà. Après, tout dépend de la taille de l'audit, de votre site, et vous avez plus ou moins détaillé la chose. Surtout si c'est vous qui dirigez derrière. Est-ce que les schémas.org, est-ce que j'ai dit, l'open protocol, c'est des choses de Facebook, Twitter sont présentes? Oui, non, ainsi de suite. Donc l'idée, en fait, c'est de pouvoir prendre presque le slide, on pourra mettre un exemple d'audit encore en ligne, et c'est de taper dans tous ces critères, voir si ça correspond, si ça colle pas. Et à la fin de ça, vous avez un document avec normalement plein d'heures de travail à faire, c'est génial. Et donc voilà. Je crois que j'ai été plutôt rapide.
Ah, il en reste un petit un, donc voilà. C'est ce que je vous ai dit, tout ce qui est correctif, les gains, les opportunités. Après, il faut vraiment voir que c'est une trame générale qui peut vraiment s'adapter à des cas très différents. Si vous êtes... là, j'ai mis quelque chose qui s'appelle le référencement local. C'est le référencement sur la ville de Strasbourg, par exemple, vraiment très ciblé. Voilà, vous savez que vous êtes sur un petit commerce, vous pouvez dire taper là-dessus, en opportunité. Si vous êtes sur une grande chaîne nationale, ben ça va être apparaître. Ça va être référencement tout court, avec des objectifs, et ainsi de suite. Voilà, je peux vous souhaiter un bon audit à tous. Maintenant, s'il y a des questions et tout, du coup, on a du rab. Je peux vous faire plaisir. Je vais faire par ordre de prochain président. Ouais, je vois que tu répètes encore des. En fait, quand tu crées une feuille de calcul, les onglets, les pages, en fait, que tu crées. Ouais. Donc, par exemple, résumé, indexation, je vais sur Ah, tu veux la liste des critères? les petits onglets là. Alors là, j'ai mis. Alors, sachant qu'ils peuvent faire ça. Je prends vraiment à chaque fois du site. L'indexation, l'accessibilité. Les critères de contenu sur le site, les critères hors site, tout ce qui était analyse de trafic et tout ce qui était social. Mais en fait, il y aura, si vous regardez le 0 de cette trame, chaque bon critère peut être une feuille. Et accessibilité, c'est quoi? Là, je m'en dans le sens, tout ce qui est indexation. Je leur dis que les robots. C'est un peu décalé, t'en as pas parlé, mais si j'ai bien compris, maintenant ça va être de plus en plus indispensable d'avoir des pages sécurisées pour tout le site, pour l'indexation. Ouais, ça je suis pas rentré dedans, ouais, c'est tout ce qui est HTTPS, ça. Ouais. Ouais, c'est. Moi je connais rien en programmation, de code, tout ça, et est-ce que c'est compliqué à mettre en place sur un site? Pas du tout. Ça dépend du site, Alors, ça dépend de la page. Ça va dépendre de plein de choses. Mais en gros, vous pouvez payer et ça sera très simple parce que je peux vous faire pour vous la génération de certificats, ça peut coûter très cher. Ouais. Sinon, maintenant, il y a des projets gratuits comme Let's Encrypt qui fait ça. C'est un peu technique, mais c'est lancer une petite commande sur le serveur et ça automatise la configuration, la migration. Effectivement, ça va commencer, pas tout de suite, mais ça va commencer à être pénalisé les sites qui sont pas sécurisés. Il y en a de plus en plus qui se mettent tout sécurisé hors magasin en ligne. Après, ça dépend de votre site. S'il y a 3 pages de contenu statique, avoir une connexion sécurisée, quand on ne tente pas d'infos, quand il n'y a pas d'administration, on s'en fiche. Même par rapport à l'info, parce que ce sera. Pour l'instant, c'est pas pénalisé. C'est pas pénalisé, c'est juste c'est un gain qui est assez léger. Par contre, c'est vrai que dans l'avenir, c'est possible que ça va être déjà un meilleur gain. Ça, c'est fort probable cette année. Et ce qu'ils ont à venir à la pénalité, ça va être un jour, je pense qu'ils y arrivent. Ce que j'ai pu voir récemment, je ne sais plus si c'était sur Chrome, mais que j'étais sur un site qui n'était pas sécurisé, il m'a barré le bureau, je ne sais plus si c'était FG, mais il y avait un point rouge. Quoi. Et c'est du coup avec un formulaire de connexion. Il le met que s'il y a quelque chose à sécuriser. En fait. Une page toute bête où il n'y a pas de connexion, pas de mot de passe, il s'en fiche pour se passer. Ça, c'est vachement délétère par rapport au client. Quoi. Ah ouais, ça, Je vois qu'il y a une croix rouge, c'est vraiment en haut à gauche, ça donne pas envie de continuer sur le site. Il ne le met pas aussi quand il y a un chiffrement SSL mais qu'il n'y a pas de certificat, enfin que c'est pas authentifié. Ouais, c'est aussi un problème que j'ai. Ah oui, Quand il y a un clairement, chiffrement et pas ouais, authentifié. Je me suis. là, c'est plus qu'un problème de référencement, là, c'est carrément ça empêche l'utilisateur. C'est bon, tu veux. En fait, j'ai vu certains sites, en fait, ils font des pages, par exemple 404, qui sont personnalisées, du style, voilà, cette page n'existe pas. Ça peut être assez drôle. Ouais, il y a de l'humour dedans, en fait. Enfin, bon, bref, est-ce qu'ils font ça pour être moins pénalisés, justement, ou est-ce que c'est juste un... Non, ça c'est plus un côté sympa. Moi, il faut quand même qu'il y ait un minimum de choses pour rediriger l'utilisateur. Donc, il donne l'info, retourner sur la page d'accueil ou la catégorie correspondante. Ça, c'est bien, parce que les gens ne vont pas se perdre sur ton site ou le quitter, parce qu'il serait mauvais. Donc, l'important, c'est juste d'avoir retourné sur la page d'accueil, vraiment un lien qui permet aux personnes de ne pas se perdre. Surtout si elle vient d'un autre site, d'un lien et qu'elle atterrit là-dessus, ça peut être paumé. Par contre, le côté design, non, c'est plus pour le côté image de marque, détendre l'utilisateur. Voilà, c'est sympathique. Mais c'est pas. T'as un bonhomme qui bouge, c'est marrant, mais ça va pas te faire gagner quelque chose. Est-ce que les liens sur ton site que j'utilise
publies sur les réseaux sociaux, est-ce que ça joue pour le référencement quand tu publies sur les réseaux sociaux? Les Ouais. liens sur Alors, pas en termes de lien direct, comme si tu avais par exemple un blog qui te faisait un lien sur ton site, ça a du point en référencement. Les liens des posts Facebook, des tweets et autres, ça n'a pas forcément de point en référencement. Par contre, la notoriété autour des réseaux sociaux, ouais, ça a pour l'instant indirect. Jamais vraiment de lien direct, mais ça donne vraiment une nouvelle porte d'entrée et c'est une notoriété autour d'un site. Donc c'est autre chose que, par exemple, si il y a des sites qui renvoient sur ton site. Ouais, c'est pas la même chose. Là, c'est plus de l'indirect et c'est plus un côté notoriété. Mais ça reste aussi important actuellement. Combien ça coûte Un site web en moyenne. Tout dépend, ça va vraiment dépendre du site. En fait. D'accord. À e-commerce, tu vas préparer parce que toi, tu vois la différence entre un site de 10 pages et un site avec 10 000 produits. Tu peux... T'as une fourchette par exemple entre landing page, blog et site e-commerce. Ça va vraiment dépendre à fond. Là, en plus, par rapport à ce que j'ai présenté qui était très large, ça va aussi dépendre des classes. Si tu fais qu'un audit en référencement, pour un petit site, je sais pas, c'est quoi, ça peut être une journée ou deux de boulot. D'accord. Donc, tu imagines à 400, 800, tu peux être à 1000, voire un peu plus. Mais... Après, si tu rentres dans l'ergonomie, tu fais en plus le truc un peu détaillé des personnages, où déjà tu auras peut-être plus d'un intervenant, là ton prix sera différent. Ça dépend aussi si c'est ponctuel ou pas, parce que souvent ce qu'on fait maintenant sont des audits sur le long terme, avec un gros travail au début et après un travail mensuel pour actualiser. Et du coup, ça va être payé 500 € par mois pour tout le travail. Grosso modo, si je prends une base tarifaire, 400 jours, c'est ça à peu près. Tu parlais de 1 ou 2 jours de taf, 400, 800 €. Ouais, tout après, ça dépend du prix de ton freelance à la journée, mais sur un petit site, ouais, en 2 jours, je pense que ça fait. Okay. Après, également, ce qu'il a dit, que j'ai peut-être pas trop lu, mais en d'analyse, ça, il y a un suivi derrière. Ouais. Idéalement, soit en interne, soit par un freelance externe. Encore des... Est-ce qu'il y avait encore des questions? C'est bon, c'est l'heure.